Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent sous-estimé chez les triathlètes, car vous le savez, la performance se joue pas seulement dans les séances, elle se joue dans ta journée, dans ton assiette, dans ton sommeil, dans ta gestion du stress. Et c'est souvent là que les triathlètes perdent le plus de terrain sans s'en rendre compte. Alors pourquoi certains progressent avec moins d'heures d'entraînement que d'autres? Pourquoi tu t'épuises alors que tu manges à peu près bien? Pourquoi ton énergie s'effondre à certains moments de la journée alors que ton plan n'a pas changé? Aujourd'hui, avec Claudie, on va répondre à trois questions simples mais essentielles. Premièrement, comment manger et récupérer pour réellement progresser? À quoi faire attention dans la semaine avant une course? Et quels sont les pièges nutritionnels qui ruinent tes performances sans même que tu le remarques? Tu verras aussi pourquoi courir à jeun peut te pénaliser, comment la lumière du jour influence ton sommeil, et plein d'autres sujets qu'on a réunis autour de 10 conseils incontournables et clés pour la performance du triathlète et du sportif d'endurance. Et j'ai le plaisir pour ça d'accueillir Claudie, qui est thérapeute et spécialiste en nutrition et complémentation du sportif. Salut Claudie, comment ça va? Très très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. J'ai hâte de démarrer cet épisode parce que c'est un sujet qui nous a beaucoup été demandé. On a fait quelques précédentes sessions, notamment sur le sommeil, quelques Mm. introductions à la nutrition. Mais là, on va pouvoir avoir une spécialiste qui va nous guider là-dessus. On a vraiment fait l'exercice en préparant cet épisode de prendre les 10 conseils clés pour aller droit au but et pour être le plus concret possible. Et je suis sûr que même sur ces conseils clés qui seront ceux de base, on va apprendre plein de choses à nos auditeurs. Donc, je suis hyper heureux de démarrer cet épisode avec toi. Eh bien moi aussi. En vrai, c'est toujours un plaisir d'accompagner les sportifs. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner quelques clés. Et puis bien sûr, ça restera quand même une grande image. Donc au plaisir de répondre à toutes les questions qui viendront, quoi. Ouais, n'hésitez pas à nous laisser des questions supplémentaires dans les commentaires, que ce soit en podcast ou sur YouTube, et puis on fera un plaisir d'y répondre. Et toi, Claudie, juste pour le contexte, tu as aussi un passé en triathlon. Oui, exactement. Moi, je fais du triathlon depuis 10 ans et je fais aussi du trail. Voilà. Ok, super, donc très bien. On a une spécialiste en plus et une pratiquante avec nous. Peut-être pour commencer dans le vif du sujet, quel serait le premier conseil que tu nous as préparé là pour le sportif d'endurance qui n'a pas forcément beaucoup creusé le sujet on va dire, de l'équilibre, du bien-être et de l'hygiène de vie? C'est quoi le premier truc que tu dirais à notre sportif qui nous écoute? Eh bien, qu'en fait, quand on pense préparation et quand on pense sport, on pense forcément entraînement, on pense charge d'entraînement, et on pense pas souvent assez à la récupération, alors que c'est un pilier essentiel de la progression en sport, en fait. Ok. Dans la récup, tu penses à quoi? Est-ce que c'est juste de la récup post-séance? Est-ce que c'est plus une logique globale tout au long de l'année, au quotidien, à avoir sur la récupération? Alors, il y a 2 choses. Oui, il y a la récup post-séance, mais il y a l'hygiène de vie au quotidien et la récupération, ça va jouer avec 3 choses principales qui vont être, le sommeil, la gestion du stress et l'alimentation, en fait. L'alimentation qui va nous aider à maîtriser le niveau de notre cortisol, qui est l'hormone du stress, là aussi, donc qui va jouer sur le stress, et qui va favoriser la sécrétion de certaines hormones qui vont venir solliciter la récupération, en fait. Ok. J'aime bien ce que tu mettais dans la prépa, c'est que il y a une phrase qui est intéressante. Tu disais, récupérer, c'est pas en faire moins, c'est en fait investir dans sa prochaine sortie. Il y a une vraie logique d'hygiène de vie et de vue à long terme là-dessus pour gérer correctement sa récupération. Complètement. Et en fait, que la récupération, ça fait partie de l'entraînement, en fait. Et on le met pas assez. Mais il faudrait que à chaque entraînement, à chaque séance, voilà, quand la montre nous indique un temps de repos, qui est largement pas du tout respecté par les athlètes souvent, ça peut être intéressant quand même d'en tenir compte, par exemple. Ok. Euh, et je fais un point sur le premier élément que tu mentionnais dans la Mhm. récup, le sommeil. Le sommeil, bon, j'imagine qu'on parle de quantité de sommeil, de qualité de sommeil. C'est quoi les principales clés à avoir en tête sur le sommeil? Alors, le sommeil, effectivement, ça se joue en quantité et en qualité. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre pour le sommeil, c'est que ça se prépare dès le matin, en fait, un bon sommeil, puisque tout au long de la journée, notre corps va produire des hormones qui vont favoriser ou pas justement la qualité de notre sommeil. Il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, manger des protéines dès le matin, euh,
sortir et aller faire du sport ou marcher à l'extérieur, puisque la lumière du jour va aussi sécréter de la mélatonine le soir, qui est l'hormone du sommeil. Voilà, il y a plusieurs choses à mettre en place. Et pour ce qui est vraiment de la préparation du sommeil en fin de journée, ça va être important de ne pas dîner trop tard, par exemple, idéalement avant 20h. Éviter de faire du sport trop tard aussi, même si je sais que c'est pas facile pour tout le monde à cause des plannings, des contraintes familiales. Et puis après, il y a tout ce qui va se passer au moment du coucher, c'est-à-dire limiter les écrans, absolument. La lumière bleue, c'est vraiment ce qui va venir contrer en fait le cycle circadien, c'est-à-dire que le cerveau ne comprend pas cette lumière. Pour lui, ça veut dire qu'il fait toujours jour, donc il ne va pas se mettre en mode repos. Et puis, par exemple, la température de la chambre qui ne doit pas être trop élevée. En fait, on peut aller très loin dans les conseils sur le sommeil. Ok. Je fais un tout petit aparté sur la lumière bleue. Est-ce que les filtres qui existent sur nos différents appareils pour couper la lumière bleue, c'est un truc efficace ou de toute façon ça reste une mauvaise pratique et il vaut mieux éviter? Alors, ça reste intéressant quand même, c'est toujours mieux que rien. Mais par contre, du coup, je rebondis moi aussi sur ta question. Il y a pas mal d'opticiens qui nous vendent des filtres à lumière bleue sur nos lunettes, sauf que ces Mhm. filtres protègent aussi nos yeux de la lumière bleue naturelle, parce que la lumière bleue, normalement, c'est naturel, c'est fourni par les rayons UV tout au long de la journée. Et en fait, il y a des études qui commencent à montrer que ces filtres peuvent être aussi délétères sur notre capacité à intégrer le cycle normal en fait de jour-nuit. Donc, Ok. Ouais, les ouais. filtres à lumière bleue, oui. Le mieux, c'est d'avoir des, j'ai oublié le terme, mais éventuellement des tablettes de lecture ou qui sont, Des écrans à liquide, voilà, des choses comme peut-être? ça, Ouais, ok. où il y a vraiment aucune lumière, aucune luminosité. Ouais, ok. Ok, ok. Mais en tout cas, pas de Euh, Netflix ou des séries le soir dans le lit juste avant de d'éteindre, c'est compliqué. ok, donc le combo home trainer à 21h devant un film, c'est vraiment le pire truc à faire. Ouais, là, ça peut être compliqué. Alors, par contre, si ça arrive, ce qui peut être bien, c'est quand même derrière, par exemple, de prendre du magnésium, parce qu'on sait que le magnésium vient quand même favoriser la détente musculaire, parce que, en fait, dans la pratique du sport tard dans la journée, il y a aussi une hyperstimulation, voilà. Donc, le magnésium va venir détendre. Donc, ça peut être intéressant de prendre quand même après du magnésium directement après la séance pour favoriser une détente plus rapide et une relaxation. Ok. Très bien. Donc, tu nous as dit les 3 piliers vraiment pour la récup, le sommeil, le stress et l'alimentation adaptée. Alors, l'alimentation, on va y revenir un peu plus en détail Ouais. après. Sur la gestion du stress, tu as 2, 3 clés à nous partager? Oui, alors la gestion du stress, c'est un vaste sujet. Déjà, il faut savoir que le stress, c'est normal. C'est quelque chose qui est vital pour l'organisme. On ne survivrait pas sans stress, déjà, c'est important. Le problème, c'est que c'est la chronicité qui est toxique. Et d'ailleurs, là, je lisais une étude là récemment qui montrait un article qui expliquait qu'ils avaient évoqué cette question de comment puis-je vivre jusqu'à 120 ans, et ils avaient demandé ça à une intelligence artificielle qui avait répondu juste. Elle n'avait pas du tout parlé de nutrition, rien du tout. Elle avait juste parlé de limiter le stress. Ok, donc on est sur une vraie clé quand même Ah oui. pour l'hygiène de vie. Complètement. C'est prouvé, le stress, c'est partout. Vivre avec un conjoint avec qui ça ne va pas, c'est un facteur de stress. La gestion d'un emploi du temps familial, c'est un facteur de stress. Le travail, caler des séances dans un planning chargé dans la semaine, c'est un facteur de stress. Il y a beaucoup d'athlètes qui stressent déjà le dimanche en disant comment je vais pouvoir m'entraîner. Et rien que ça, c'est des micro-stress qui deviennent chroniques. Sachant que le sport en lui-même procure un stress pour l'organisme. Donc voilà, donc cette chronicité est toxique. Je le redis souvent aux athlètes que je suis, le sport et l'activité physique, c'est bon pour la santé. Le sport le sport à haute dose peut être nocif pour la santé. Alors, il faut... Ouais. C'est à mettre dans une enveloppe un peu globale du stress généré par notre vie quotidienne, C'est ça. et que s'il y a déjà beaucoup de stress sur les autres sujets, la famille, l'emploi du temps, le boulot, le stress lié à l'activité physique va venir se cumuler à ça. Exactement. Donc attention à votre dose de stress. Moi, il y a aussi des athlètes qui viennent me voir en disant « je suis trop stressée ». Je suis trop stressée et du coup, ça devient néfaste pour ma performance en compétition, par exemple. Parce qu'on sait Ok. que le stress va aller crescendo avant une compétition. Et le jour de la compétition, ça peut être complètement
ça fait l'effet inverse sur la performance. Ok. Voilà. Donc, des petits conseils pour la gestion du stress. Alors, moi, je parle souvent quand même de cohérence cardiaque, qui est un outil qui permet de réguler le système orthosympathique. Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Respire Relax sur votre téléphone. C'est pratique à mettre en œuvre et vous pouvez faire une séance de cohérence cardiaque tous les jours. Ça permet de faire quand même retomber, et même si vous avez des moments de stress dans la journée, ne pas hésiter à le faire. C'est intéressant et ça contrebalance aussi avec vous. Alors là, c'est majoritairement des triathlètes, mais avec les exercices à intensité que vous faites toute la semaine. Mhm. Ok. Ça, c'est accessible aux débutants si j'ai jamais fait de cohérence cardiaque, de Oui, méditation, complètement. quoi que ce soit, c'est assez simple. Complètement, Ok. c'est très simple. Ok. Ok, cohérence cardiaque, tu nous parlais de côté complémentation du magnésium. Oui, le magnésium, essentiel chez le sportif. Alors déjà que beaucoup de gens sont carencés en magnésium, mais le sportif est il utilise énormément de magnésium. Donc, ne pas hésiter à prendre et à se supplémenter en magnésium. Et là, ça va venir aussi jouer sur la relaxation, la prise de recul, le stress, et puis physiquement sur la récupération, les crampes, la solidité des os, des choses comme ça qui sont très importantes chez le sportif. Ok. J'en profite juste pour faire un petit aparté. Ce qu'on vous partage là, naturellement, ce sont des conseils très généralistes. Ce sont en aucun cas des conseils médicaux. On vous conseillera toujours de vous rapprocher de votre Bien sûr. thérapeute, que ce soit Claudie ou d'autres, pour avoir une approche personnalisée de ce qui vous conviendra pour vous supplémenter. C'est ça. Et si vous êtes vraiment très stressé ou vous sentez que vous n'arrivez plus à gérer du tout ça, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant aussi, qui peut vous apporter des conseils à ce niveau-là et écarter toute pathologie ou problème plus important, quoi. C'est important. Ok. Ouais. Peut-être deuxième point, une fois qu'on a parlé de la récupération, deuxième point, alors j'aime bien intituler que tu nous as proposé, qui va un peu casser le business des organisateurs, mais tu nous disais, pas de pasta party, mais un plan alimentaire personnalisé. Alors oui, si des organisateurs nous écoutent, arrêtez de proposer des pasta parties, s'il vous plaît, pour les Est-ce que athlètes. des rice parties, c'est Des mieux rice avec parties, ce serait très très bien, ouais. Ok. Non, les pasta parties, il faut arrêter. Voilà, Bah, non, j'imagine que c'était une manière d'ouvrir sur comment je Oui. me nourris les jours C'est précédents ça, avant une course. exactement. En fait, les pâtes, ça a tendance plutôt à fermenter, surtout les pasta parties, on va pas se mentir, c'est pas les pâtes de super qualité semi-complète bio qu'on va vous servir. Et voilà, et ce serait pas mieux non plus de manger du semi-complet avant une compétition. Mais on augmente le risque de fermentation, donc de digestion lourde, de ballonnement. Et c'est vraiment pas ce qu'on a envie d'avoir, des ballonnements le jour d'une compétition. Donc l'idée, justement, oui, c'est ça. C'est de dire que avant une compétition, il va plutôt falloir augmenter ses apports en glycogène, en source de sucre, qui vont venir donner de l'énergie à nos muscles pendant la compétition, et limiter absolument tout ce qui peut potentiellement nous faire fermenter ou nous créer des inconforts digestifs. Ok, tu disais augmenter le stock de glycogène, Ouais. mais les pâtes ne sont pas une solution idéale pour ça. Ah non, alors c'est vrai que ça peut faire monter le stock de glycogène, mais le problème c'est que ça a un pendant, vu que c'est riche en gluten, ça peut créer des sensations, comme je disais, de fermentation, de ballonnement, d'inconfort digestif, qui peuvent venir s'ajouter à des athlètes qui ont déjà un intestin qui est fragilisé par la pratique du sport, parce que la pratique du sport à intensité et en répétition va venir solliciter la sphère digestive et abîmer éventuellement la muqueuse intestinale. Donc on va plutôt essayer de prendre des choses qui sont protecteurs, ou en tout cas qui ne vont pas venir aggraver ça. Ok. Je fais une parenthèse. Oh, non, pardon. Ouais, Excuse-moi. vas-y. Non, je fais une parenthèse parce que moi, après. je suis des athlètes c'est un des motifs de consultation, les troubles digestifs à l'effort. Qu'est-ce que je dois manger pendant l'effort pour ne pas avoir mal au ventre ou avoir des inconforts? Ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Et moi, je leur dis, mais pendant l'effort, votre système digestif, il est en PLS. On ne peut pas lui demander de digérer correctement. Il faut faire attention à ce que vous mangez toute la semaine, enfin, toute votre vie, en fait, en dehors de l'effort, pour renforcer votre système digestif, qu'il ne soit pas inflammé, qu'il ne soit pas mal en point,
pour qu'il soit en meilleur état possible pendant l'effort ou va déjà être en souffrance. C'est Ok, peut-être une c'est pas parenthèse. ouais. C'est pas pendant l'effort qu'il va être Non, capable de faire des pas du tout. miracles si au quotidien il n'a pas été entraîné correctement. C'est ça. Ok. Non, ma question c'était, du coup, je comprends que euh, on évite d'avoir un gros repas la veille de la course où là on va tout charger en glucides. Non, On essaie plutôt d'avoir un apport progressif en glucides sur les jours c'est précédant la ça. compétition. Ok, et ça, alors, est-ce que tu peux nous donner, d'une part, quelques éléments de dosage pour qu'on comprenne un peu ce qu'on peut atteindre, j'imagine, selon le poids de l'athlète, pour augmenter ses glucides, et par quels aliments ça peut passer? Oui, alors idéalement, il faut monter en charge 1 à 3 jours avant la compétition sur les glucides Ok, et on va les répartir, les apports glucidiques, tout au long de la journée. Donc on peut découper les repas en petit déjeuner, collation du matin, déjeuner, collation de l'après-midi, soir. Essayer de répartir parce que ok, ça peut paraître énorme, mais sur les glucides, on va être sur un sport d'endurance à 3 grammes par kilo de poids et par jour en début de semaine, et on peut monter mhm, jusqu'à 10 grammes par kilo de poids et par jour sur les ok, jours précédents. ok. Donc, ce qui est énorme. Un Ce athlète qui de est 70 énorme, kilos, ça veut dire qu'on pourrait monter entre 420 ce qui peut être et énorme, 700 grammes. et c'est important du coup d'essayer ça avant la compétition. Ouais, ouais, ouais. Parce que le régime dissocié peut emmener des troubles digestifs aussi. Il faut être capable d'encaisser cette dose de glucides, en fait. Donc, Ok. Donc ça se met en place sur plusieurs préparations de ouais, compétition. Et j'imagine que je commence pas à vouloir viser tout de suite les 10 grammes par kilo de poids. exactement. Je commence par augmenter de 3 jusqu'à C'est 6 ça. déjà pour voir déjà comment ça se passe, quoi. Exactement. Au même titre qu'on parle de gut training pour la nutrition pendant l'effort, où là, on va Mhm. monter sa charge de glucides et de glycogène au fur et à mesure pour voir comment l'intestin le gère. Et ben, on peut le faire aussi en post-compétition. En Ok. pré-compétition, pardon. En pré-compétition, ouais. Ok. Ok, super intéressant. Et en termes d'aliments qui peuvent nous aider à monter aussi haut en termes de grammage de glucides. Alors, ça, c'est une liste que je fournis à mes consultants avec un Ok. programme vraiment de pré. Mais bon, il va y avoir tous les glucides. Le riz. Alors, le riz blanc, c'est un incontournable, hein. Il faut absolument limiter tout ce qui est céréales semi-complètes et complètes, parce qu'on Ok. peut venir irriter l'intestin, là aussi, vu qu'il y a plus de fibres, en fait. Quand il y a semi-complet ou complet, il y a plus de fibres. Et ce qu'on va venir faire, c'est limiter les fibres avant la compétition. Donc oui, ça peut être du riz, ça peut être du pain, même si le pain, on limite pas trop, des biscuits, des choses comme ça qui sont plutôt chargées en glycogène, Ok. enfin en glucose, en glucides, en glucose. Ok. Donc ça, c'est pour la partie pré-compétition. Et après une course, qu'est-ce que je mange? On sait que c'est souvent le moment où bah, on peut se ruer un peu sur le buffet d'arrivée. Parfois même, c'est le tour au fast-food après la course. Alors, on va faire deux trucs déjà. Qu'est-ce que je mange idéalement? Et si je peux pas manger ça idéalement, qu'est-ce que j'évite absolument? Alors, qu'est-ce que je mange idéalement? C'est il faut se nourrir. Alors, quand je dis ça, je dis bah oui, je mange. Non, il y a une différence entre manger et se nourrir. Votre corps, il a fait un immense effort. Il faut absolument lui rapporter des macros et des micronutriments, tout ce qu'il a perdu pour qu'il puisse se reconstruire et se remettre dans un état de forme optimale. Là, c'est le meilleur moment. Donc, il va falloir se nourrir avec des protéines. Les protéines, elles vont venir stopper le catabolisme. Le catabolisme, c'est la dégradation des fibres musculaires, notamment. Donc, les protéines, elles vont venir stopper ça. Donc, ça, c'est hyper important d'arrêter le catabolisme. Et des glucides, parce que les glucides, elles vont venir, par exemple, elles vont venir déjà refaire le stock de glycogène. Et Mhm. puis, ça va venir faire une création d'insuline. Enfin, ça va permettre au corps de sécréter de l'insuline. Et l'insuline va avoir un rôle dans la protection immunitaire, par exemple. Donc, il faut Ok. absolument ramener tout ça pour initier la récupération. Et puis après, le phénomène de surcompensation
dont je n'ai pas parlé au début, mais voilà, en fait, la surcompensation, c'est ce qui va arriver quand on récupère correctement après un effort intense pour permettre au corps d'être encore plus performant. Ouais. Donc ça, c'est Ok. important de le faire avec l'entraînement, mais ça ne peut pas marcher Mhm. tout seul. Il faut absolument que la nutrition suive pour que le corps ait tous les micro et macronutriments nécessaires pour réussir et atteindre ça. Ok. Donc, glucides, protéines. Ouais, Si idéalement, si je peux le faire, je prends un repas complet qui oui, va veiller à m'apporter ça. Si je ne peux pas, la boisson de récup ou la boisson protéinée, ça, c'est une oui, bonne solution. ça peut être intéressant, oui, sur des courses où voilà, on est en déplacement, on a le buffet d'arrivée, mais on n'a pas. Ça peut être intéressant d'avoir un shaker avec ses protéines et quelques micronutriments comme du zinc, du magnésium à l'intérieur, avec de la banane, enfin voilà, des choses qui vont venir apporter quand même des flocons d'avoine, voilà. Là, on peut faire glucides, protéines, voilà. Et j'ai pas parlé des légumes, hyper important. Idéalement, après une course, manger des légumes verts, qui sont très riches en micronutriments. Ok. Très clair. Et ma question portait sur... j'ai oublié, je la retrouverai après. Non, j'ai oublié. Écoute, oui, Si, je si, pense que c'était... oui. Si on ne peut pas avoir accès à ça, qu'est-ce Ouais, qu'il alors faut si on peut éviter? avoir accès à ça. Alors oui, et qu'est-ce qu'il faut éviter? Ça, j'y viens juste après, et je pense que ça va pas faire plaisir à certains. Mais non, Mm. juste, est-ce que cette complémentation en glucides et en protéines, je dois aussi y faire attention après des entraînements? Si oui, est-ce que c'est uniquement les entraînements très intensifs ou est-ce que globalement, il faut que je fasse attention aussi, même sur des Alors, sur des entraînements en endurance? sur les entraînements intensifs, oui, c'est intéressant quand même d'avoir enfin, je dis une boisson de récupération ou s'il y a le repas qui est après, c'est Ouais, OK. Mais d'avoir un oui, repas équilibré et sortir absolument, et du coup, je pense que je vais faire une double réponse avec la question d'après, de ah, j'ai fait un super effort hyper intense, là, vraiment, je me suis arrachée, je peux me faire un burger et des frites, voilà. Alors, vous pouvez le faire. Mais ça va pas apporter ce dont votre corps a besoin. Là, vous allez manger, vous n'allez pas vous nourrir. ok, donc Voilà. idéalement, on le décale au repas d'après, quoi, si on veut se faire Oui, plaisir. voilà, on peut se faire plaisir, mais dans l'immédiat, votre corps, il a perdu tellement de choses, faut les lui apporter. Ok, Parce qu'après, le ok, coup de ok, barre, très il va clair. être beaucoup plus violent et la récupération peut être beaucoup plus longue. Ouais, ouais, ouais. Et comme tu le disais, en fait, ça, c'est penser aussi à long terme et penser à ce qu'il va falloir aussi redémarrer après comme Et pensez processus à votre pour... système digestif qui a Ouais, souffert. Alors, si vous lui envoyez un Big Mac avec des frites, ça, va pas, ça risque de mal se terminer déjà. Et ok. puis, voilà. Super. On peut passer au conseil numéro 3 que tu as intitulé Ne pas s'entraîner sur des réserves basses. Oui. En fait, Je t'écoute. c'est ça, en fait, quand tu t'entraînes avec des réserves trop faibles, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu risques de te fatiguer plus vite déjà, tu vas moins bien performer et puis tu fatigues ton système immunitaire. Ce qu'on appelle the open window phenomenon. En fait, quand tu consommes des glucides régulièrement pendant les efforts, cela va t'aider à réguler ton cortisol. Et ton cortisol, Mhm. qui est l'hormone du stress, elle permet de mieux récupérer ensuite. Ok, C'est ça que je voulais dire, que l'insuline freine le cortisol, en fait. Donc l'insuline, c'est ce qu'on sécrète quand on consomme des glucides, et ça va freiner ton hormone du stress. Donc ça va faire une augmentation de l'insuline, ça le régule, et là, tu vas soutenir ton système immunitaire, en fait. ok. Donc en fait, c'est ça qu'on peut voir sur des athlètes qui... c'est un bon indicateur, d'ailleurs, les athlètes qui tombent souvent malades après une compétition. Euh, Là, on peut se dire regarder la nutrition pour voir s'ils avaient des charges en glucides qui étaient suffisantes pour pas avoir ce phénomène et s'ils sont pas dans un état de stress trop permanent qui va venir fragiliser le système immunitaire. Ok. Donc ça, c'est vrai en compète, mais c'est aussi vrai à l'entraînement, lors des efforts Ouais. longs Les efforts et de ou plus d'une heure. intenses. Plus d'une heure, Ok, vous pouvez partir sur une boisson glucidique, une boisson d'effort, pour soutenir votre corps. Surtout si vous êtes en plus dans un programme, vous allez enchaîner dans la semaine plusieurs séances, c'est important. ok. Donc je fais attention à ce que je mange au quotidien, avoir Mm. suffisamment de réserves de glucides
avant de partir sur une séance. Oui, Mais je fais aussi attention sur ces séances-là à prendre des glucides, notamment via la boisson ou via les gels, pour avoir un apport aussi glucidique. Et alors du coup, ça me ramène à une autre question. Est-ce que je peux courir à jeun? Est-ce que c'est une bonne pratique de courir à jeun? alors si c'est pour un réveil musculaire, c'est OK. Enfin, voilà, si on va pas faire du fractionné, dès le matin, c'est OK. Après, voilà, attention à écouter votre corps, attention et allez pas dans des efforts trop intenses qui vont venir, pareil, attaquer votre stock de glycogène, en fait. Et s'il est faible, ça dépend de votre repas de la veille, mais s'il est faible, vous allez vous mettre dans une zone inconfortable. Surtout Ok. qu'il y a pas mal d'athlètes qui vont courir tôt le matin pour pouvoir faire une autre séance dans la journée, où là, ça peut commencer à tirer un peu. Ouais, ok. Oui, ça commence avec des stocks qui sont Oui, déjà bas déjà dans la entamé. journée. Ok. Et dans l'autre sens, si je dois courir le soir, imaginons que je dois courir, ce qui est le cas pour pas mal d'entre nous, 18-19 heures après le boulot, je suis 5-6 heures après mon repas. Oui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mange un truc avant? Est-ce que je mange un truc pendant? Est-ce que je prévois un goûter en milieu d'après-midi? Ça dépend. 5 heures après le repas, tu peux prendre, ouais, tu peux faire un goûter. Le goûter, ça peut être intéressant. Tu prends une banane, quelques oléagineux ou une compote ou quelque chose qui va bien se digérer. Les oléagineux, attention si vous avez des systèmes digestifs fragiles quand même. S'il n'y a pas de goûter, un mini truc 20-30 minutes avant. Ok. Par des céréales, compotes, ce genre de Ouais, truc voilà, facile à digérer. digérer. Et puis, si c'est un effort de plus d'1 heure, prendre une boisson d'effort, en fait. Ok. Donc là, sur ce point-là, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment veiller à son stock de glucides avant et pendant l'effort. Exactement. Ok. Et alors peut-être très rapidement là-dessus, comme tu disais, on t'évoquait le gut training. L'idée, c'est aussi pour la consommation pendant l'effort, d'être capable d'augmenter petit à petit le dosage en glucides que va être capable de supporter Oui. notre organisme. Ou si je prends très 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 rarement des gels, globalement, je commence par quoi? Par en prendre un sur toutes mes sorties pour déjà voir ce que ça donne et voir comment l'organisme réagit. C'est quoi un peu les repères là-dessus, les bonnes pratiques? En fait, c'est testé. Ok, Il faut absolument tester, de toute façon, tout ce que vous voulez ingérer pendant votre course. Il faut que ce soit testé et revalidé à l'entraînement. Ça, c'est ok, hyper important. Donc oui, vous essayez un gel, vous essayez 2 gels. La sortie d'après, vous essayez 3 gels, enfin, en fonction de la durée, hein. Et vous voyez ce qui passe et ce qui passe pas, quoi. ouais, ok. Donc oui, il y a ce truc aussi où il faut être un peu carré et noter un peu tous ces trucs-là, voir Oui, le grammage en glucides aussi des gels, pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit progressif, complètement. et puis voir ce que l'organisme supporte pour augmenter progressivement, du coup, les apports pendant l'effort. C'est ça, exactement. Ok. Et bien justement, c'était le point suivant, la Et oui, nutrition à l'effort. justement, je disais, alors attends, j'ai perdu ma slide. Parfait. Excusez-moi. Nourrir ton effort, c'est ça. Donc en fait, c'est ce que je disais, si l'effort dépasse 1 heure, en fait, il faut commencer dès la première heure à consommer une boisson d'effort, avec des glucides, du sodium et des BCAA, idéalement. Euh, Ok. En fait, c'est ton niveau de glycogène musculaire qui va vraiment déterminer ta performance. On parle souvent du mur du 30e kilomètre au marathon. En fait, c'est à peu près à ce moment-là que le glycogène musculaire est épuisé dans le corps. Et là, ce ne sera Ok. pas possible de le remonter avec des boissons. En fait, si la personne n'a pas commencé à boire dès le départ, c'est fichu. Ok. Donc ça va être une Et donc, souffrance. non mais, point important, c'est si l'effort dépasse 1 heure, je me complémente, Mm. mais je me complémente dès le début, en fait. Exactement. C'est pas à Ouais. partir d'1 heure qu'on commence à en prendre. Si on sait qu'on sort 1 heure et demie, dès les premières 10 minutes, j'ai pris une gorgée de boisson d'effort. En fait, plus le stock va rester élevé longtemps, plus on va repousser la fatigue. Oui, ok. Voilà. Donc, à partir de 4 heures d'effort, moi, je parle de l'intérêt de la glutamine, qui est un acide aminé qui va venir renforcer la barrière digestive, qui peut être intéressant sur les personnes qui sont sensibles niveau digestif. Alors, pareil, la glutamine, il faudrait en prendre
en continu et en prendre aussi pendant l'effort, pas juste le jour de l'effort, hein, voilà. Il y a des boissons qui sont très intéressantes pour ça. Juste après l'effort, les protéines pour justement, ce que je disais tout à l'heure, arrêter le catabolisme. Mais même des protéines, parfois, sur les trailers, on peut en recommander pendant les grosses descentes pour limiter la dégradation des fibres musculaires sur les quadris, par exemple, où ça va taper pas mal. Ok, donc ouais, tu peux aussi envisager d'avoir une boisson protéinée pendant Ouais, des efforts très longs, histoire de limiter la la dégradation, destruction. les blessures, les choses comme ça. Ok, très bien. Ouais. Question sur la caféine. La caféine, est-ce que c'est un truc qu'on peut mettre en œuvre pour augmenter un peu ses performances? Ouais. On avait fait un sujet là-dessus il y a quelques temps. Et si oui, à quoi je fais attention? Comment je peux le prendre? Alors, la caféine, c'est intéressant quand même. Ça peut être un vrai game changer sur l'énergie dans des phases compliquées, sur des sorties, voilà, des courses plutôt longues, hein. Alors, on parle de 3 à 6 mg par kilo de poids et par jour. Donc, ça peut se prendre sous forme de... Alors, il y en a dans les gels, hein. Il y a des gels qui sont très dosés en caféine. Si jamais vous avez ces gels-là ou vous voulez les tester, testez bien à l'entraînement, parce que la caféine, ça a quand même des effets laxatifs. Donc, en fait, ça dépend des sensibilités de chacun sur la dose. Donc voilà, il y en a sous forme de chewing-gum, ça peut être intéressant, mais là, on peut les prendre 10 minutes avant la course, ou sous forme de gélules, donc là, c'est plutôt 1 heure avant. Généralement, sur les athlètes, c'est plutôt dans les gels. Ouais. Attention quand même si vous êtes très stressé et si vous êtes plutôt en surentraînement, hein, les athlètes ne se rendent pas compte souvent quand ils sont en surentraînement, mais voilà, ça peut venir surstimuler quelque chose qui est déjà dans la stimulation. Et puis comme je disais, attention aux avantages qui peuvent dépasser. Faut voir si les inconvénients ne dépassent pas les avantages, on va dire, avec les problèmes de sommeil, parce que ça peut quand même impacter le sommeil du sportif, et on l'a dit, c'est très important. Et puis les effets sur la sphère digestive, quoi. Mais oui, la caféine, en vrai, c'est très utilisé, même dans les sports collectifs, hein. Et là, t'as pas mentionné le café en tant que tel. Non, c'est vrai, j'ai pas mentionné le Trop, café. trop risqué. C'est toujours pareil, ça dépend des effets de chacun, des effets sur chacun et des sensibilités individuelles. Le café, c'est une boisson qui est très intéressante parce que c'est riche en polyphénols, en antioxydants. En fait, c'est toujours Mhm. pareil, c'est la dose qui fait le poisson. La surconsommation a un effet délétère puisqu'elle augmente et elle stimule le cortisol, qui est là aussi l'hormone du stress. Donc ça donne une sensation de nous réveiller, mais c'est chimique, entre guillemets. Le cortisol est boosté, mais il y a des descentes après, donc faut voir. Ok. Idéalement, en vrai, là encore, ça peut être hyper intéressant avant des compétitions d'avoir des phases de sevrage de caféine pour avoir un effet vraiment booster de prise de la caféine, parce qu'il y a une adaptation du corps à la caféine, hein. Plus on en prend, moins on est réactif. Donc quand on fait des pauses de caféine, il peut y avoir vraiment un effet booster avant la compète, quoi. Et ça, c'est intéressant Ok. aussi. Donc ouais, j'arrête pendant X jours avant la Oui. compète, une semaine, 10 jours, 15 jours, Mm. et j'en reprends le jour de la Oui. compète. Voilà, pour le Ouais. coup, expérience personnelle, ça c'est un truc que moi j'ai testé sur mes 4-5 dernières grosses courses. Pas de café pendant à minima 7 jours avant. Alors, j'en bois pas beaucoup, mais je n'en prends pas du tout pendant 7 à 10 jours avant. Et je reprends généralement un premier gel à la caféine au bout de 1-2 heures. Et là, ça peut pas être un hasard. Là, on sent réellement Ouais. l'effet booster de la caféine Mm. lorsqu'elle revient dans le sang et qu'on commence je sais pas, à surpasser un peu la fatigue pendant un petit Oui. temps. La caféine, en plus, ça a un effet sur l'organisme pendant plusieurs heures, hein. Oui, complètement. Donc, non, en vrai, non, mais je te rejoins complètement. Idéalement, moi, et j'encourage tout le monde à le faire, à tous les buveurs de café qui nous écoutent, essayez. Je sais que c'est très dur parce que voilà, il y a une addiction, il y a une addiction qui se met en place au café par cet effet quotidien, hein. Essayez de faire un sevrage 1 fois par an, de 3 semaines, 1 mois sans café, et vous allez voir à quel point la puissance que ça peut avoir. Après, ça peut vraiment être une clé qu'on débloque quand on en a besoin, et c'est assez incroyable.
Ok, très intéressant. Point suivant, Alors, conseil je veux numéro juste 5. Oui, terminer sur la boisson d'effort. Petit conseil, lavez-vous les dents en rentrant quand vous buvez de la boisson d'effort. Parce que c'est très riche en glucides et ça attaque quand même. Voilà, donc lavez-vous bien les dents. Voilà, ok, on voit des athlètes célèbres dont je ne citerai pas le nom qui se lavent les dents pendant les courses. Je pense qu'il y a une raison. ouais, ok, ouais, ça marche, très bien. Point numéro 5, Ouais, on va parler des protéines. les protéines, ouais, hyper important. Je vais dire une chose déjà pour commencer, un athlète en carence de protéines, ça peut pas marcher. Le sportif qui n'a pas assez de protéines, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, j'ai terminé ma slide. Non, Ok, c'est vraiment le truc numéro 1 que tu traiterais en termes de carence chez un sportif. franchement, c'est ouais, sur énormément de personnes que je suis, on parle de l'apport en protéines. Ok, parce Parce que qu'il y c'est a un quoi vrai les sujet risques? sur les protéines, parce qu'on en parle beaucoup sous un angle voilà, d'engagement écologique, etc., de manger moins de viande, moins d'impact, etc. Ne pas oublier que physiologiquement, on a besoin des protéines. Nous sommes faits de protéines, c'est les briques de construction de notre corps. Elles sont essentielles en fait, c'est la base. C'est la base quand on se construit, quand on est enfant. C'est la base quand on est athlète. C'est la base quand on vieillit pour renforcer voilà, les muscles, les os, etc. Ok. Juste, c'est quoi les risques d'une carence un peu chronique en protéines? Bah, c'est de la fatigue, des blessures à répétition, des douleurs en fait. Et puis ça a un impact aussi sur tout ce qui est neurotransmetteurs, donc voilà, les hormones, parce qu'en fait dans les protéines, on a majoritairement les vitamines du groupe B qui sont essentielles, les vitamines du groupe B pour justement les neurotransmetteurs, dopamine, adrénaline, sérotonine, tout ça. Donc, et puis ça va être essentiel pour la performance et la force musculaire en fait. En tant que sportif, c'est impossible de manquer de protéines. Il faut absolument augmenter d'autant plus l'apport s'il y a de la fatigue ou s'il y a des blessures. Ok. C'est ça qui vont être les premiers signes, fatigue, blessure, Ah oui, qui vont être les fatigue, premiers symptômes. blessure, brouillard mental, des fringales aussi, parce que les protéines, ça va apporter la satiété. Donc sur une personne qui va avoir un apport en glucides élevé, notamment pendant ces séances, les glucides c'est le sucre, hein, donc le sucre appelle le sucre. Si vous cassez pas ça avec des protéines, vous allez avoir des fringales parce que vous allez en fait être dans une sécrétion d'insuline qui va vous faire vous donner des sensations d'hypoglycémie. Donc vous allez avoir envie de manger. Les protéines apportent la satiété. Donc ça vient couper ça. Donc oui, tout ce genre de tableau. Oui, et puis les gens, oui, qui ont des douleurs, voilà, voilà. Ok. En termes de grammage, de grands rapports, disons que pour un sportif d'endurance, qu'est-ce qu'il doit viser comme grammage de protéines par jour? Alors, on va être entre 1,6 1,8 grammes de protéines par kilo de poids et par jour. Ok. Ça, Donc, est-ce que ça varie selon la période de l'année? Je suis en prépa, je suis pas en prépa. c'est toujours... les sportifs d'endurance s'entraînent quand même globalement tout le temps. Alors, il faudra augmenter si on est fatigué, si on a des blessures, comme je disais, mais globalement, non. Si vous faites du sport d'endurance toute l'année, on va être plutôt sur un 6, un 8. Ok. Sachant qu'on ne stocke pas les protéines, hein. Ça, c'est hyper Ok. important. On ne peut pas les stocker. Donc, on en a besoin en permanence. Voilà. Et tu disais un 6, un 8, ça veut dire par exemple que pour un athlète de 70 kilos, il faudrait donc 112 grammes de Oui. protéines par jour. Ça, qu'est-ce que ça peut représenter sur une journée type? Sur une journée type, alors déjà, je vais vous donner un indicateur. Un œuf, c'est 7 grammes de protéines. Voilà, comme ça. Mm. Parce que les gens me disent souvent, ah non, mais moi, je mange des œufs. Je mange 3 œufs. Ok. Ah oui, c'est bien. Du coup, vous êtes à 21 grammes de protéines. Où sont les 100 autres? C'est la bonne question. Donc le matin, idéalement, il faudrait faire 30-30-20-20 sur la répartition. C'est-à-dire, quand je dis 30-30, c'est 30% de protéines le matin, 30% le midi, 20% à la collation, 20% au dîner, Ok. idéalement. Ouais. S'il n'y a pas de collation, on augmente un peu le midi. On n'augmente pas forcément le soir, on augmente le midi et le matin. D'accord. Donc ça fait
Ouais, on va dire que le matin, on peut être sur un morceau de fromage assez conséquent et puis avec 2 œufs et du pain complet. Alors les protéines sont majoritairement alors il y en a beaucoup dans évidemment les produits animaux, hein, donc les produits laitiers, les œufs, la viande, le poisson. Il y en a aussi dans les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux à la marge, mais il y en a quand même. Voilà. Puis après les sojas, toutes des sources végétales. Donc Ok. je reviens. Donc le matin, fromage, œufs, pain complet, 100 grammes de pain complet, 2 œufs, 30 grammes de fromage à peu près. Le midi, 150 grammes de poulet. Au goûter, on peut être sur un peu d'oléagineux, un peu de protéines en poudre et un peu de fromage blanc, par exemple. Ouais. Et le soir, 100 grammes de maquereau, donc c'est à peu près une boîte. Ouais. Et Ok. là, Ce on qui est fait à environ 110 grammes de protéines. et 110 grammes. Donc on a dit que c'était à peu près l'apport recommandé au quotidien pour un athlète de 70 Oui, kilos. On se rend compte qu'il faut déjà en mettre, hein, pour arriver à ça. complètement. Oui, Ok. oui. Est-ce que du coup, est-ce que un moyen facile, c'est de se complémenter avec des protéines en poudre? Comment tu vois ça? Alors, les protéines en poudre, c'est intéressant. En vrai, hein, moi, je recommande très souvent la supplémentation en protéines en poudre parce que c'est pratique, parce que les gens, ils courent au bureau, parce c'est facile d'avoir son checker, etc. Il faut essayer de prendre de la whey native, isolate, donc, par exemple. Euh, Ok. Je euh, Après, crois que tu nous recommandais une référence qu'on vous mettra dans la description. oui, chez NutriPure, la protéine, enfin, elle est bien, la whey de NutriPure, pour ne pas faire de pub, mais j'en fais quand même un peu. Après, on n'apportera jamais. En fait, il ne faut pas oublier que les protéines, elles vivent quand on mange un morceau de viande ou un œuf, elles vivent aussi avec tous les micronutriments qu'il y a autour. Donc, quand on mange de la poudre, on D'accord. mange, oui, des acides aminés. Hein, les Ok. protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Donc, on mange des acides aminés qui vont venir former ces chaînes de protéines. Mais attention, ça ne comblera jamais totalement la viande, les œufs, le poisson, enfin des protéines complètes avec les micronutriments qui vont autour. Ok. Donc Voilà. il n'est pas recommandé que ce soit la seule source de Non, protéines naturellement. non. Et Et idéalement, on a une. oui, si vous en prenez, prenez-les avec un repas. Ok. Prenez pas juste un shaker de protéines comme ça, quoi. Ok. Donc il y a quand même une. Alors au-delà de la notion de dose qui, voilà, on l'a vu avec cet exemple-là, est quand même importante à avoir au quotidien, il y a aussi une notion presque de hiérarchie de qualité dans les différentes protéines, à savoir les protéines d'origine animale, puis est-ce que c'est. Enfin, tu vas me dire si je suis bon ou pas, puis végétale, puis de synthèse, j'allais dire, avec de la protéine en poudre. Non, j'ai pas envie de dire ça parce que les végétariens, il y a quand même beaucoup d'athlètes qui sont végétariens et ils arrivent à avoir leur apport. Voilà, je dirais pas ça. Je dis que c'est la variété qui fait qui va faire la solidité de cet apport, quoi. Ok. Il ne faut pas que boire des shakers, il ne faut pas que manger du tofu, tout comme il ne faut pas que manger du poulet, quoi. Ouais. Essayez de varier vos sources de protéines et essayez quand même si je veux pas qu'on compte, il faut quand même un peu regarder ce qu'on mange et faire attention à ce qu'on mange. Parce que forcément, ça va impacter sur votre performance si vous êtes carencé en protéines. Les protéines, c'est la formation et le renouvellement de tous les tissus. Donc, c'est les muscles, les os, la peau, les cheveux. Et c'est la production d'enzymes, c'est la digestion, c'est le transport de l'oxygène, c'est la fabrication des hormones. C'est tout. Ok. Ouais, donc d'où l'importance de s'assurer un apport suffisant au quotidien, surtout pour nous sportifs d'endurance. Ok. Complètement. Et je rappelle, oui, donc on mettra. Euh, alors oui, je fais une petite parenthèse. Claudie a eu la gentillesse de réunir tous ces conseils-là dans une petite présentation que vous pouvez télécharger directement dans le lien qui aura en description de cet épisode. Et vous pourrez avoir donc tous ces conseils, toutes ces recommandations et notamment un lien vers Oui, les poudres de protéines que tu recommandes pour les sportifs. ouais. Euh, Juste pour la whey, pour finir sur la whey, si vous devez regarder des whey, regardez bien la teneur en BCAA quand même. Euh, Parce que les BCAA, c'est l'isoleucine, la leucine et la valine, qui sont 3 acides aminés. Et c'est important que ça dépasse pour les bonnes whey 20%
du total. Voilà, parce que ça va être hyper important pour optimiser la synthèse musculaire, en fait, les BCA. Ok, Voilà, je très ferme clair. cette parenthèse. Ouais, ok. Écoute, on pourra retrouver en tout cas les références que tu nous recommandes directement dans le support que vous pourrez télécharger en description de cet épisode. On passe au point numéro 6. On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais la nutrition post-effort. Oui, Comment est-ce que je soigne ma nutrition après un effort important? bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un repas complet, donc des légumes pour les minéraux, des glucides, des protéines, assez rapproché de l'effort quand même. Ok. Euh, Idéalement, combien de temps? Moins de 4 heures, enfin idéalement dans les 2-3 heures, ça c'est bien, quoi. Ok. Voilà, avec, ouais, c'est ce que je disais, protéines, glucides, et boire de l'eau. Ouais. Alors, voilà, la bière peut être très intéressante pour l'aspect social et convivial et plaisir. Un peu plus tard, peut-être que juste à l'arrivée. Buvez quand même beaucoup d'eau, hein. On dit qu'il faut boire environ 1,5 litre d'eau par kilo de poids perdu. Ok. Donc, en gros, en arrivant, on essaye de boire au moins 1 litre d'eau à l'arrivée. Ouais. Ok. Très bien. Et si j'ai un repas, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais si j'ai un repas, je suis pas obligé de compléter par une boisson de récup. Si le repas il est complet, j'ai pas besoin d'aller chercher autre Non, chose en non, plus. non. Non, non, le mieux, c'est d'avoir un repas complet, ouais. Ok. Mais la boisson de récup peut aussi être intéressante. Attention aux boissons de récup et attention notamment aux sources de glucides des boissons de récup. Mais Ok. Bon, très bien. Je pense qu'on avait déjà pas mal parlé de ce point-là, un peu en amont. Le point suivant, qui est un point sur le 7e conseil, sur n'oublie pas tes apports micronutritionnels. mm. Alors là, on parle de quoi quand on parle d'apports micronutritionnels? Eh bien là, on va parler. Alors moi, j'évoque surtout les vitamines qui vont être importantes chez le sportif et les minéraux et les oméga 3. Donc justement, sur le document qu'évoquait Charlie, là, j'ai listé les sources alimentaires de ces vitamines et de ces minéraux. Donc vous verrez sans surprise des petits poissons gras, des protéines, des légumes, des huiles végétales de qualité. Mais je parle surtout de la vitamine D, qui est essentielle chez le sportif parce qu'elle garantit la solidité des os. Idéalement, la prendre avec le magnésium, qui lui aussi, en fait, conjointement, ils travaillent ensemble pour renforcer les os. Et puis, le magnésium améliore la récupération musculaire, le sommeil. Et la vitamine D vient, elle, soutenir le système immunitaire. Donc, on l'a vu un petit peu avant, là, que le système immunitaire, il peut être malmené quand on a du cortisol qui est trop élevé. Donc voilà. Les apports en vitamine C, là aussi, qui sont importants pour l'immunité, qui sont antioxydants. La vitamine C, elle vient stimuler la synthèse du collagène, donc la reconstitution des tissus, hyper important quand on est sportif. Je parle des tendons, par exemple. La vitamine E, qui est un antioxydant et qui est très importante pour la santé de la muqueuse intestinale. Donc ça, ne sous-estimez pas vos apports en vitamine E. Vous les trouvez dans les huiles végétales, dans les oléagineux. Il y a vitamine D, vitamine E. Ce qui est intéressant, c'est l'huile de foie de morue, où vous avez aussi un apport en oméga 3 qui est très important. Les oméga 3, c'est un anti-inflammatoire naturel, hein. Ça vient réduire l'inflammation post-effort. Ça améliore la récupération, la santé articulaire. Toutes nos cellules ont une membrane de gras, hein. Donc ça vient aussi faciliter la fluidité membranaire des cellules. Donc ça, c'est intéressant. C'est un soutien cardiovasculaire aussi qui est intéressant, les oméga 3, hein, sur les efforts notamment de longue durée. Donc huile de foie de morue, un bon conseil à retenir pour les oméga 3, vitamine D, vitamine E. Une cuillère à Ok. soupe par jour, tous les jours, c'est intéressant. Ok. Euh, Et juste, je me permets une petite question là-dessus. Quand tu dis qu'il faut surveiller les apports dans ces micronutriments, je les surveille au quotidien dans mon alimentation ou on parle d'une période spécifique à la compétition? non, idéalement, c'est tout le temps, en fait. Ok. Comme voilà, le sportif endurant et en plus le triathlète, voilà, ne fait pas un sport mais 3, il en fait toute la semaine, quasiment tout au long de l'année, sauf voilà, il y a une période de pause hivernale souvent, mais non, en fait, c'est des choses qui doivent être apportées quotidiennement par notre alimentation.
Ok. Notre alimentation, c'est vraiment la première source d'énergie de notre corps. En fait, des fois, on l'oublie, mais voilà, c'est comme si nous étions un véhicule et ce qu'on met dans notre corps servait à le faire fonctionner. Donc, en fait, tu fonctionnes, ton état de fonctionnement, c'est le reflet de ce que tu ingères. Donc, il faut que tu ingères des aliments de qualité, des sources de vitamines, de micronutriments, pour que ton corps soit avec un fonctionnement optimal. Ok. Euh, Très bien. je parle aussi des vitamines du groupe B, on en a parlé tout à l'heure, mais hyper important pour l'énergie parce que ça fait partie du cycle de l'ATP, l'ATP qui est la monnaie énergétique de notre corps, pour le fonctionnement du système nerveux, les neurotransmetteurs. Et le zinc, j'en ai pas encore parlé, le zinc, hyper intéressant pour le soutien immunitaire, pour la réparation musculaire et là aussi pour la régénération post-effort. Ça, c'est vraiment le top des micronutriments chez le sportif à prendre en compte, quoi. Ok, donc ouais, vous retrouverez hein, la liste et les aliments dans lesquels vous trouvez ces micronutriments dans le document hein, qui est dispo dans la description. Ok, super, Oui. super complet. Euh, Peut-être point suivant, du coup Oui, numéro 8, apprendre à euh, lire les étiquettes. oui. Alors, pas évident, hein, parce qu'on a souvent l'impression que, enfin, on a souvent, et je pense que voilà, dès qu'on voit de l'or que c'est des produits qui sont faits pour le sport, des bars, voilà, on pense que c'est bien fait et que c'est sain. C'est pas toujours le cas. Donc, essayez de choisir des produits avec du bon sens, c'est-à-dire des listes d'ingrédients réduits, peu ou pas d'additifs. Il y a des additifs qui sont intéressants, hein, qui sont, je pense à un additif par exemple qui est source de choline. La choline, c'est très important par exemple pour le fonctionnement hépatique. Donc il y a des additifs intéressants, mais souvent c'est pas le cas. Et puis au pourcentage de protéines ou BCAA qui soit bien affiché. Des fois, vous apprendrez à le faire, mais parfois c'est pas clair du tout. Et quand c'est pas clair, c'est que voilà, il y a un loup. Ok. Donc voilà. Et puis méfiez-vous aussi des promesses marketing, hein, tout ce qui est gainer. Là, je parle vraiment des compléments alimentaires pour le sportif, hein. Voilà, des fois, il y a plus de sucre qu'autre chose dans ces produits, quoi. Ok. Et je pense à ça vraiment un réflexe peut-être connu de d'un nombre important d'entre nous. Est-ce que l'application Yuka qui permet de scanner les produits, c'est un bon raccourci ou pas? Alors, Yuka, c'est ce que je dis moi, c'est un repère rapide pour éviter le pire. Parce qu'on Ok. voit tout de suite si y a tout est rouge, bon bah de toute façon c'est voilà, c'est fichu, c'est pas bon. Mais par contre, l'application elle considère pas les besoins individuels. Et puis même si ça tend à changer, le gras est l'ennemi un peu de Yuka, alors que c'est plutôt le sucre qui devrait être l'ennemi. Donc ils Ok. vont mettre un trop sucré, mais parfois c'est trop gras. Ils disent que c'est trop gras, alors que non, en fait c'est ok parce qu'on a besoin de gras ou quand t'es sportif, bah, t'as besoin de sucre. Donc voilà, Yuka, on va dire, c'est très grand public et ça permet surtout d'éviter vraiment les additifs ou les produits qui sont vraiment très mauvais ou avec des listes d'ingrédients à rallonge. Mais voilà, ça donne une Ok. grande idée. Et est-ce que tu as des conseils sur le choix de la boisson d'effort? Est-ce que Oui. tu nous as lire les étiquettes, à quoi je fais attention? Pourcentage de sucre par exemple? Oui, alors idéalement sur les boissons d'effort, il faut qu'il y ait au moins 50% de sucre complexe. Ok. Donc voilà. Et il faut que le ratio entre, on va dire, le malto, souvent il y a du malto, le reste des sucres, en fait, faut qu'il n'y ait pas plus de 50%. Sinon, ça va être très sucré. Par exemple, le D'accord. fructose, c'est quelque chose qui apporte un goût très sucré, qui peut être très compliqué à boire. Vous allez en boire pendant une demi-heure, une heure, et après, vous n'allez plus pouvoir supporter le goût. Voilà, faut faire attention à qu'il n'y ait pas trop de magnésium aussi dans les boissons d'effort, parce que ça peut avoir un petit inconfort, un petit effet laxatif. Donc voilà, là aussi, il faut faire attention à ça, par exemple. Donc Ok, attention aux donc, sources de sucre, attention au ratio et à la dose de magnésium, globalement. ok. Ouais, très clair. Et je sais plus, est-ce qu'il y a. Je crois qu'on a partagé aussi hein, dans le document que tu as préparé quelques boissons d'effort qui ont été particulièrement distinguées pour leur composition. Donc je pense que voilà, on pourra retrouver ça aussi Oui. directement dans le document. Ouais. Ok, très intéressant. Euh, Point numéro 9, tu disais écouter son corps et adapter sa nutrition. C'est ça. En fait, c'est ce que je viens de dire un peu en parlant de yoga. Il n'y a pas de conseil adapté, mais il n'y a pas de conseil unique non plus. En fait, l'alimentation que vous allez avoir, elle doit tenir compte déjà de ton poids de forme.
hyper important, ça je ne l'ai pas dit, mais quand on calcule son poids de protéines, on calcule son poids de protéines sur son poids de forme. Quand on veut perdre du poids, on calcule son protéine sur son poids de forme. Quand on veut en prendre, c'est pareil. Ok. Ton rythme d'entraînement, ta digestion, tes sensibilités, et puis les éventuelles carences que tu peux avoir. Je pense aux femmes notamment, attention aux carences en fer quand on fait du sport, parce que le fer, en fait, quand on n'a pas de fer, c'est compliqué de faire à peu près tout que dans le corps, donc attention à ça. Et on aura beau se supplémenter, et voilà, ça ne va pas fonctionner. C'est quoi les risques alors, chez les femmes, mais peut-être plus généralement, d'une carence en fer? Le fer, c'est un cofacteur essentiel pour à peu près tout dans le corps. Et notamment, déjà, c'est un cofacteur du transport, enfin, ça permet le transport de l'oxygène, hein, donc essoufflement, la sensation d'une sensation de fatigue, hein, de difficulté à se mettre en mouvement. Et puis, moi, je pense à la thyroïde, par exemple, qui est un facteur essentiel de la thyroïde. Le fer enfin voilà, on peut pas... on ne peut pas avoir un fonctionnement optimal si on est carencé en fer. Donc faites attention à ça. Les femmes qui font beaucoup de sport ont tendance à être plus carencées en fer. Donc, Ok. Ok, donc là, il y a vraiment un truc de l'alimentation. On l'a déjà un peu évoqué, mais c'est vraiment très, très personnel, l'alimentation oui, à la fois en course, mais aussi celle au c'est quotidien. ça. Mais complètement. Et ce que votre voisin tolère, ça va peut-être pas vous convenir à vous. Donc même la veille de course, quand vous êtes en groupe, quand vous partez ensemble, voilà, n'ayez pas peur de manger ce qui vous va à vous et évitez le gros plat de pâtes c'est pratique pour tout le monde. Voilà, c'est pas forcément une bonne solution. Écoutez-vous et puis surtout testez. Testez en fait. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, tester, mais pas le jour de la compète. Ok. Et enfin, dernier conseil, numéro 10, il n'y a pas de performance sans une hygiène de vie saine. Alors, quand on parle d'hygiène de vie, qu'est-ce que ça regroupe comme notion et comme sphère? Eh bien, ça regroupe l'alimentation, évidemment, la gestion du stress, le sommeil. Et dans le stress, je mets l'état émotionnel. Ça, c'est important. Parce qu'on peut aller... ne pas aller bien. Parfois, le sport est un échappatoire quand ça ne va pas bien dans d'autres sphères de nos vies. Il y a un moment où il faudra régler les problèmes de ces sphères, y compris pour vos performances. Donc l'hygiène de vie, c'est un ensemble. Et aussi la micronutrition avec les apports micronutritionnels de l'alimentation qui sont hyper importants. Ok. Et sur ces sphères-là, c'est quoi, toi, les signes les plus courants de dysfonctionnement que tu vois chez les sportifs qui viennent te consulter? Alors, je vais le redire, mais souvent il y a quand même du stress, beaucoup de Mhm. stress, par la pression, les objectifs élevés qu'on se met. Beaucoup de gens qui se mettent des gros objectifs pour commencer, donc ça c'est dur. Et puis les contraintes qu'ils ont dans leur vie quotidienne qui fait que c'est parfois difficilement compatible, qu'ils ont sous-estimé en fait l'engagement nécessaire dans la préparation d'un half Ironman par exemple, ou d'un Ironman, hein, ça m'arrive aussi. Le stress de l'entraînement. Je fais attention à la bigorexie, hein, qui est l'addiction à l'activité physique. Mhm. Donc si vous commencez à voir que voilà, le sport passe avant tout et même voilà, ça crée des tensions dans vos familles, même avec vos amis, vos relations sociales, voilà, c'est un petit warning à avoir quand même. Donc le stress, c'est en gros voilà, des blessures à répétition, des gens qui ne se sortent Ok. pas de tendinite, et puis quand c'est pas le genou, c'est le coude, et puis quand c'est pas le coude, c'est l'épaule, et puis je nage plus, et puis du coup je roule, et enfin voilà, ça c'est typique. Et des troubles digestifs. Ok. Ouais, ok. Donc, en fait, des trucs enfin, qu'on n'aurait peut-être pas, je pense notamment aux blessures à répétition, qu'on n'aurait pas mis sur le dos tout de suite de la nutrition ou même de l'hygiène de vie en général, euh, qu'on cache souvent sous l'excuse de la faiblesse sur un certain groupe musculaire ou la faiblesse Ouais, tendineuse. Mais en fait, ça c'est aussi des choses qui révèlent des dysfonctionnements côté nutritionnel, côté hygiène de vie. c'est ça. Enfin, en tout cas, il peut y avoir une blessure, hein, suite à un choc, un trauma, c'est OK. Mais ça peut être soutenu via l'alimentation. Oubliez jamais que l'alimentation, c'est vraiment... ça peut
impacter positivement ou négativement votre forme. Mais ça peut impacter positivement, c'est-à-dire vous pouvez soutenir votre forme si vous êtes blessé par ce que vous mangez, en fait. Donc oui, c'est tout ça l'hygiène de vie. Ok. Et donc, ouais, ok, très bien. Si vous avez des troubles digestifs, des douleurs, des blessures, une capacité à tomber souvent malade, des coups de barre, tout ça, c'est des choses qui doivent C'est ça. alerter, C'est des choses qui qui peuvent être mises me en lien disent, avec bah la là, vie. mon corps, il m'envoie un message, en fait. C'est toujours ça. Écoutez les signes de vos corps. Enfin, votre corps vous envoie des signes tous les jours. Vous êtes ballonné, vous êtes fatigué, vous avez du mal à vous lever, vous avez, je sais pas moi, une paupière qui clignote, une douleur qui s'en va, qui revient. Tout ça, c'est des petits signes d'alerte. Ok. Donc moi, en fait, c'est ça ce que voilà, je vais conclure un peu par ça, mais quand j'accompagne les gens, c'est ça, c'est identifier d'où ça peut venir, enfin comprendre comment votre corps à vous fonctionne, quelles sont vos forces, vos faiblesses, qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui vous va pas, et mettre en place des choses avant que ça casse pour de vrai. Parce que tout ça, c'est des petits signes d'alerte qui vont faire que, qui vont augmenter en fait au fur et à mesure. Ok. Donc, ouais, on retiendra que tout ça, c'est aussi, comme on l'a dit, une gestion à long terme et qu'on est là pour durer et pour pour se mettre dans les bonnes conditions pour Exactement. performer, mais avant ça, juste pour être capable déjà d'enchaîner les semaines, les mois d'entraînement dans une condition qui soit satisfaisante. Ok, super. Merci beaucoup, Claudie, pour tout ça. Merci à toi. Est-ce qu'il y a un dernier mot de la fin ou déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des gens qui sont arrivés avec nous là au bout d'une heure de discussion, ils peuvent te retrouver sur ton site. On partagera l'URL de ton site où tu proposes tes prestations. C'est ça. On les laisse aussi envoyer des commentaires dans la section dédiée Oui. de cette vidéo ou de ce podcast. Et puis Complètement. s'il y a des points, tu pourras intervenir. N'hésitez pas, c'est ça, si vous avez des questions, voilà, et si vous voulez, moi je m'appelle Indigo Naturo sur Internet, j'ai un site Internet, vous pouvez prendre des rendez-vous ou des appels découverts pour échanger sur vos problématiques et voir moi si je peux vous accompagner ou pas, et ce sera avec plaisir. Et le mot de la fin, ce sera prenez soin de vous et aussi pour connaître le monde du triathlon, vous pouvez acheter les boissons du monde les plus chères, les boissons d'effort les plus chères du monde. Si vous ne digérez pas bien, si votre intestin est fatigué ou poreux, ça ne marchera pas. Donc voilà, il est temps d'écouter les signes de votre corps. Super. Eh ben, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à nous faire savoir que ce contenu vous a plu en nous laissant un commentaire, un like ou un abonnement. Et puis n'oubliez pas que tout ce qu'on a évoqué là avec Claudie est dispo dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien et vous accéderez donc à toutes les ressources condensées de ce qu'on s'est dit aujourd'hui dans un format PDF que vous pourrez télécharger gratuitement. Merci Claudie, à bientôt. À très bientôt, merci à vous.